Bonjour à tous. Je suis Florence Touzé, je suis co-titulaire de la chaire RSE Audencia Sciences Com et je suis ravie d'être avec vous cet après-midi et ravie d'être bien entourée, hein, c'est peu de le dire, pour aborder des sujets qui, bien évidemment, me tiennent particulièrement à cœur et sont au cœur des travaux qui nous concernent. Mais quel sujet on nous a donné à traiter aujourd'hui ? Alors, on a pu échanger avec chacun d'entre vous ces dernières semaines pour préparer ce sujet, donner du sens au commerce et à la consommation. Bon, ça, c'était assez logique. Mais ensuite, le marketing social qui ouvre la voie au changement du comportement du consommateur. Là, ça commençait à se compliquer. Donc, ensemble, on a évoqué tout ça. Et puis surtout, on s'est dit qu'il y avait forcément besoin de décrypter un petit peu tout ça. Et on avait la chance cet après-midi d'avoir autour de la table 4 points de vue, 4 expériences, mais aussi 4 personnalités qui vont pouvoir nous accompagner sur ce sujet. Olivier Clanchin, vous dirigez une entreprise de l'agroalimentaire, une entreprise familiale, pionnière du bio et pionnière du végétal. Donc évidemment, le consommateur, il est au cœur de vos problématiques. Jean-François Hummel, vous venez de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion. Le consommateur, pour vous, c'est peut-être pas le premier sujet, mais c'en est un. On verra comment. Damien Pelé, groupe Galeries Lafayette. Le consommateur, vous le vivez par et avec l'intermédiaire des marques que vous distribuez. Et puis enfin, Stéphane Petitjean, Greenflex, le consommateur. Je vais peut-être dire vous ou tu, parce qu'on se connaît, certains en tout cas. Le consommateur, vous l'étudiez à Greenflex, vous l'observez. Et c'est sans doute aussi avec ce sujet qu'on va commencer, si vous voulez bien, parce que pour parler d'abord changement de comportement, c'est un fait, hein, le consommateur change. C'est le résultat aussi des baromètres que vous menez, mais est-ce qu'on peut en dire un peu plus, surtout sur est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs de ces changements? Comment ça se passe? Et éventuellement, puisqu'il s'agit d'influence aujourd'hui, qui influence qui? Merci Florence. Vous avez 2 minutes, c'est ça? Donc oui, on a la chance chez Greenflex, non, mais on a un double point de vue, puisqu'en fait on fait une étude sur les Français et la conso responsable depuis 2004, lancée ici d'ailleurs par Elisabeth Reiss qui est dans la salle, donc en 2004, Elisabeth. Et on est également consultant, donc c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises au changement. Donc c'est intéressant d'avoir cette double casquette. Et c'est vrai que pour le coup, les comportements changent. On va dire qu'à la fois côté consommateur, je vais prendre 2 chiffres. Parce qu'en 2004, c'était plutôt de l'intention, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. En 2017, ils étaient 53% des Français à dire que consommer responsable, c'est consommer autrement, c'est-à-dire des produits écolabellisés, des produits certifiés. Ils étaient 40% en 2012, donc c'est des signes pas neutres. Ils étaient également 60% à dire que consommer un maximum de produits durables ou certifiés, c'est une manifestation de leur engagement quotidien. Je suis désolé, je lis parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc ça, c'est le côté un peu consommateur, mais il y a aussi le côté de l'offre. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est devenu grand public. Il n'y a pas que Tribala, qui est là depuis bien plus longtemps et qui a cru en ça dès le départ. Il y a plein d'autres qui se disent, aujourd'hui, tiens, il y a 200 magasins Leclerc bio qui vont ouvrir. Moi, je n'ai rien à proposer dans les magasins, donc zut, il va falloir que je fasse une offre. Donc on voit bien que ça bouge énormément, l'explosion du bio. Je pense que vous en parlerez. C'est qui le patron, etc., etc. Après, quant aux facteurs déclencheurs, je pense qu'il se situe sur un terreau qui est celui de la défiance, qui est quand même très très fort vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de manière générale, vis-à-vis de la société, et qui vient plutôt de la société civile, je pense. Scandales, peur, etc., font que, grosso modo, les consommateurs, ils ont beaucoup travaillé, on va dire, changé leur comportement par l'intermédiaire, on va dire, de l'égologie. D'abord, je commence par moi, c'est-à-dire ma santé. Puis les ours polaires qui sont très très loin, globalement, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais il y a plus important. Et donc ça veut dire concrètement que dans notre étude, on voit bien que la santé, c'est le premier item. On a une question qui dit quel est le critère principal pour un produit durable, environnemental, et les gens répondent à plus de 46%, c'est la santé. Donc on voit bien que c'est un sujet important. Le local. Il y a également le vivant qui prend une place de plus en plus importante. Et la transparence.
qui est un vrai déclencheur, mais derrière lequel se situe aussi la peur qu'on nous mente. Enfin, il y a la question de la vérité aussi, qui est un vrai sujet aujourd'hui. On parlera peut-être de complexité un petit peu plus tard. Voilà. Après, on voit aussi des vraies limites, parce que je regarde le temps qui passe. On voit aussi des vraies limites. C'est que chez les millennials, qui est la génération qui va faire les consommateurs de demain, il y a un scepticisme vis-à-vis de l'entreprise qui est encore plus fort que pour la moyenne des Français. Donc c'est un sujet qu'il faut vraiment interroger, et surtout, on ne va pas pouvoir mentir aux millennials. Il faudra avoir une offre qui est vraiment construite sur le fond et sur la forme. Sinon, il n'y aura pas vraiment de changement de comportement. Ils ne seront pas béatement à dire « Oh, c'est merveilleux parce qu'il y a une étiquette verte ». Et j'ai envie de dire, en termes de limites, il y en a au moins 3, je pense. L'argent est un sujet. Je ne vais pas faire le topo des gilets jaunes, mais on voit bien que c'est un élément, en tout cas, parmi tant d'autres. Le confort. Je veux bien changer mes habitudes, mais pas au détriment de mon confort intérieur. On avait dans l'étude une question assez rigolote, qui dit est-ce que vous voulez faire des économies d'énergie? Oui. Est-ce que vous baissez la température chez vous? C'est plutôt non. Donc oui, dans l'absolu, mais mettre un pull, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi une vraie question qui n'est pas dans l'étude, mais la question des références sociaux dans le changement de comportement est un vrai sujet. C'est-à-dire, tant qu'on a le Q7 comme véhicule qui représente le succès dans la vie professionnelle de quelqu'un, globalement, ça va être un peu compliqué à gérer. Donc c'est un vrai sujet à travailler qui repose un peu de complexité. Donc des influences plutôt croisées. Plutôt croisées, oui, j'ai l'impression. Pas mal de la société civile. Oui, okay. Sur lit de quelques scandales et de choses qui ont montré que tout n'était pas blanc côté entreprise, mais tout n'est pas blanc côté consommateur non plus. Non plus, absolument. Merci Stéphane. Alors, Monsieur Clanchin, de l'autre côté, votre entreprise, avec vos différentes marques, comment elle accompagne ce changement? Comment elle vit ce changement? Je dirais que Tribal Royal est une entreprise familiale. Moi, je représente la 3e génération. Et c'est vrai que nous, autour de nos marques, quelque part derrière ces marques, Tribal Royal a une mission. Donc, sa mission d'entreprise, c'est nourrir sainement de la terre à l'assiette. Le nourrir sainement, comme on est dans l'agroalimentaire, c'est bien sûr d'amener des produits sains aux consommateurs, au plus grand nombre. Mais derrière le mot nourrir sainement, il y a aussi la logique d'un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de son environnement, des collègues qui sont autour, des parties prenantes, et de la terre à l'assiette, puisque nous sommes entre on part du monde agricole jusqu'au consommateur, et d'être ce maillon en proximité et en lien avec ces différents mondes, avec chacun de ces mondes qui ont des motivations et des contraintes, et d'être dans cette logique du lien. Donc ça, c'est notre mission d'entreprise. On a des valeurs. Donc nos 3 valeurs, c'est le respect, c'est la solidarité et c'est l'implication. Et c'est vrai qu'on parle toujours que dans une entreprise, son premier capital, c'est son capital humain. Et c'est par hasard presque, mais que si on prend nos 3 valeurs, ça fait donc la RSI, donc notre retour sur investissement quelque part dans notre capital humain, se construit sur nos valeurs. Et puis on est une entreprise avec une croyance forte, qui est que la contrainte peut être une opportunité, à partir du moment où elle est anticipée, à partir du moment où elle est faite aussi en proximité, et que les choses soient partagées. Et puis on a une posture chez Tribala où on est pour les combats pour et contre les combats contre. C'est-à-dire que face à un sujet particulier, on a une logique d'être plutôt force de proposition que de force d'opposition. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être 50% végétal, 50% en animal, 50% en bio, 50% en conventionnel, et sans que ça crée de tensions ou se faire des nœuds dans la tête au niveau des équipes et des collaborateurs, et qu'on se met plutôt dans une logique du cercle vertueux, où je dirais les compétences et les expertises de chacun peuvent plutôt renforcer et nourrir l'ensemble de notre écosystème. L'innovation sur certains marchés, vous êtes vraiment le pionnier du soja, par exemple, en France. C'est aussi une façon d'accompagner, même de proposer des changements de comportement. Alors après, c'est justement cette contrainte qui crée, qui stimule. Donc nous, donc on est une laiterie en Bretagne, donc à côté de Rennes, premier bassin laitier français, donc avec beaucoup de concurrents autour de nous. Et puis les quotas laitiers sont arrivés, donc dans les années 80. 84, 86. Et donc là, à ce moment-là, on nous a dit on va vous restreindre à la source. Donc mes parents se sont dit comment on peut développer notre entreprise et son projet si on nous restreint à la source. On s'était impliqué dans le bio à partir de 1975, donc on était face à des
consommateur, j'aime bien visualiser un peu le consommateur bio des années 80. C'était vraiment un militant, quelqu'un qui était en quête. L'accès aux produits n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui. Et donc la logique du bio et l'intention de départ de la bio, c'était vraiment recréer une proximité entre un monde agricole qui était en questionnement et des producteurs ne vendaient pas ce qu'ils consommaient et ne consommaient pas ce qu'ils vendaient. Donc à un moment donné, ça interroge. Et des consommateurs qui étaient en quête aussi de quelque chose un petit peu différent. Et donc c'était cette logique de lien, donc beaucoup d'opérations portes ouvertes, de rencontres à la ferme. Et mes parents, un jour, rencontrent un de ces consommateurs militants qui vient voir mes parents en disant Tribala, vous êtes une laiterie? Oui, alors mes parents, oui, on est une laiterie. Alors le lait de soja, est-ce que vous faites du lait de soja? Alors, mes parents l'ont regardé un petit peu interpellé en disant du lait de quoi? Mais si, le soja, c'est très connu en Asie. J'aurais tendance à dire que dans un contexte normal, ça aurait pu être une information qui rentre par une oreille et qui sort rapidement par l'autre. On était dans le contexte des quotas laitiers avec ce questionnement de nouvelles matières premières. Et mes parents se sont dit, on va peut-être regarder le sujet. Et c'est comme ça qu'en 86, on a commencé les premiers produits bio au soja et qu'en 88, on a lancé Sojasun et on s'est rendu compte de la pertinence de ce produit et de l'intérêt à le déployer. Alors là aussi, en tant que pionnier, on le partageait. C'est un travail de pédagogie, c'est un travail d'éducation, c'est un travail d'accompagnement, c'est un travail de mise en place de filières dans lequel l'entreprise a pu s'installer avec cette logique du temps long. Ok, merci beaucoup. Alors Damien, côté Galeries Lafayette, la position du distributeur, elle est différente. Elle se fait forcément avec vos clients marques que vous distribuez. Donc cette influence ou cet accompagnement du changement de comportement, ça se passe comment? Alors nous, effectivement, on est dans le secteur de la mode, secteur qui est en retard en matière de développement durable, avec des impacts considérables. On consomme de plus en plus de vêtements qu'on porte de moins en moins longtemps et dont 70% finiront en décharge. Voilà, on part de ce constat-là. Et en même temps, de par notre rôle d'observateur en tant que grand magasin, on se rend compte que depuis 2-3 ans, beaucoup de choses se passent. Les marques, des très grandes marques, des petites marques bougent sur ces sujets, des initiatives internationales se structurent et on voit que la mode est en train de changer. En partant de ce constat-là aussi, on constatait que les consommateurs n'avaient pas conscience de ce changement et que fondamentalement, on entendait toujours parler des mêmes marques remarquables en soi, Patagonia, le slip français, Veja, mais qu'on tournait vite quand même dans un cercle de mêmes marques connues. Et pour passer au grand public, pour développer ce mouvement, on s'est dit que notre rôle à nous, c'était de faire notre boulot de commerçant, en fait, tout simplement. Et on s'est dit qu'on allait mettre en valeur les initiatives positives des marques vendues dans nos magasins. On aurait pu, une façon de faire aurait pu être d'exclure des marques. C'est une façon de faire. On est distributeur, on dit voilà, on va exclure des marques qu'on ne considère pas suffisamment responsables, éthiques. Alors déjà, sur quelle base se fonder pour le faire? Et puis c'est quand même un peu compliqué quand on est un magasin centenaire qui a déjà plein de marques en son sein. Donc on s'est dit on va plutôt montrer ce qui se fait de bien et voir si on peut avoir un rôle d'entraînement. Parce que ce qui nous a marqué, c'est que beaucoup de marques dans ce secteur font des choses mais ont très peur de communiquer. Donc Stéphane le rappelait, les marques ont bien conscience, craignent le greenwashing, craignent l'accusation de greenwashing. Et on sait que la plupart des gens ne croient pas les allégations environnementales des marques. En même temps, il faut bien en parler, il faut bien casser ce cercle vicieux, il faut bien en parler si on veut créer une demande et inciter les marques à aller plus loin. Donc voilà, on leur a offert un cadre à travers une initiative qui s'appelle Go for Good pour mettre en valeur ce qu'elles faisaient de bien d'un point de vue environnemental, social ou au niveau du Made in France. Et le constat a été que, de par notre rôle de grand magasin, on a de l'influence. C'est exactement ce qu'on cherchait à faire. Des très grosses marques, plus grosses que nous, se sont mis à communiquer pour la première fois sur ce sujet-là. Pourquoi elles l'ont fait? Parce que c'est dans un cadre plus rassurant, on est moins pointé du doigt qu'à le faire seul dans sa boutique. Et finalement, on s'est rendu compte que beaucoup de marques ont communiqué pour la première fois chez nous parce que c'était dans le cadre d'une opération globale. Donc ça, c'est la première influence qu'on peut avoir. Et la deuxième, qui est encore plus positive, c'est vis-à-vis de tout un tas de marques, en fait, qui ont lancé pour la première fois, à l'occasion de Go for Good, leur première collection éco-responsable. Ce qui était vraiment l'idée. L'idée, c'était créer un mouvement positif. Et on se rend compte que des marques ont créé, se sont lancées, ont recruté des responsables RSE. Donc il y en a certains qui doivent être contents que les Galeries Lafayette
se sont engagés là-dedans. Et on a eu le sentiment, mais en toute modestie, hein, l'idée n'est pas de dire qu'on dicte notre volonté au monde de la mode, mais en tout cas, voilà, qu'un grand magasin s'empare de ce sujet, ça en a interpellé pas mal, et on pense qu'on a un rôle à jouer, et que c'est là en fait qu'on a le plus d'impact, et que c'est sur ça qu'on doit continuer à appuyer. Une courroie d'entraînement sur le sujet. Et alors, côté fédération envie, le sens, évidemment, il est au cœur même de la mission d'envie. Comment on en vient à se poser la question du changement de consommation dans un contexte qui est économique, qui est aussi particulier, qui est le vôtre, et qui change? Alors, je crois qu'on ne se pose pas vraiment la question. C'est quelque chose qui est naturel chez Envie, puisque ça fait 35 ans que Envie fait, sans pour autant avoir pu lui donner un nom au départ, de l'économie circulaire, puisque la vocation d'Envie est de générer de l'insertion sociale par le retour à l'emploi au sein de 53 entreprises aujourd'hui, toutes œuvrant dans le domaine de l'économie circulaire. La face historique de l'activité, c'est l'électroménager rénové garanti, qu'Envie, issu d'un gène très fort qui est le gène Emmaüs, combiné à un gène aussi fort industriel qui est le gène Darty, puisque c'est issu de la fusion de ces deux gènes que le corps Envie est né, s'est lancé immédiatement dans cette activité d'électroménager rénové et garanti. Pour des raisons économiques, la filière s'est développée sur la valorisation des déchets électroniques et électriques, mais cet aspect de l'activité nous a rapidement et dès le départ amené face à ce consommateur. Et je suis tout à fait d'accord avec Stéphane dans le sens où le consommateur recherche inévitablement le paramètre financier. Et c'est ce que nous trouvons, nous, dans les magasins Envie qui vendent cet électroménager rénové garanti, c'est l'attrait du coût bas qui incite les gens à venir. Mais parallèlement à ça, et assez paradoxalement, c'est le besoin d'avoir un niveau de qualité de ce matériel qui est quasiment équivalent à celui du neuf. Donc c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est un peu ce consommateur libellule qu'on voit apparaître en permanence et qui prend tout son impact dans les dernières innovations du réseau Envie qui concernent le matériel médical, les aides médicales techniques, notamment les fauteuils roulants, où là on a un véritable phénomène culturel qui prend pied dans le sens où les gens, pour un fauteuil roulant par exemple, renâclent véritablement à prendre du second choix, alors que ce sont des matériels remis à neuf, à des coûts qui sont inférieurs de 50% au coût du marché. Donc toutes ces initiatives font que la prise de contact avec le consommateur, elle y est depuis le départ. Elle y est depuis le départ et elle a pris toute son acuité avec, pour nous, cette activité qui est, alors l'ERG, c'est une activité défiscalisée, enfin sans rentrer dans le détail, ça nous impose une règle qui fait qu'on doit vendre un certain produit à un certain public à un certain prix et surtout sans faire de publicité. Et cette absence de publicité fait que le renom des magasins Envie a eu peine à s'implanter, à se diffuser, mais que parallèlement à ça, en tant qu'acteur important de l'économie circulaire, Envie a pris une place tout à fait naturelle, et notamment depuis les 2 dernières années, avec l'apparition du Green Friday, ce qu'on a essayé de mettre en place pour être au plus près du consommateur, pas dans un esprit militant, mais dans un esprit de pouvoir présenter un choix, de pouvoir souligner que acheter quelque part, c'est voter pour l'avenir, qu'il s'agit de redonner du pouvoir dans l'achat. Et non, sans parler d'actes citoyens, en parlant d'actes raisonnés vers un achat raisonnable. Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord, le commerce a besoin des grandes marques, le commerce a besoin du Black Friday parce que c'est une véritable demande, c'est quelque chose qui fait partie de notre société et il est hors de question de le remettre en cause. Il faut simplement qu'on soit en mesure, nous, vis-à-vis du consommateur, de présenter un choix. Est-ce que, à vous écouter là aussi, je me rends compte que le type d'achat peut avoir une incidence différente sur le comportement. Vous parliez par exemple de fauteuil roulant, une implication très forte dans le choix et dans la décision. Ça peut évidemment avoir des facteurs, des critères d'achat différents d'un foulard ou d'une paire de chaussures. Donc on est aussi en fonction des marchés sur une nécessité d'accompagner différemment.
probablement. Oui, je pense d'autant plus que nous sommes là dans l'intimité du consommateur et dans la phase visible de ces difficultés. Points sur lesquels évidemment les gens sont beaucoup plus sensibles que l'aspect purement esthétique extérieur. Là, dans l'autonomie, les gens veulent déjà récupérer une certaine forme de latitude, de considération, et le second choix donne une visibilité par nature qui est défavorable. Et donc c'est toute une culture qu'il faut arriver à faire évoluer. Alors, on voit bien que la question du sens et la question du changement, vous l'accompagnez tous depuis un moment, mais dans le sujet qui nous était proposé aujourd'hui, il était question donc de marketing social, où on nous dit une nouvelle économie comportementale. Peut-on ainsi orienter, je lis le sujet, hein, les consommateurs sans qu'ils en soient réellement conscients? Alors, est-ce que la question de la conscience du changement, elle se pose pour vous? Est-ce que accompagner ou faire changer les consommateurs malgré eux serait un sujet et serait souhaitable? Est-ce que c'est bien d'avancer masqué? Est-ce que Go for Good, par exemple, avait cette ambition-là d'amener les consommateurs malgré eux à un changement? Quand même pas malgré eux, mais clairement, quand on a lancé Go for Good, on avait totalement conscience qu'on était plus en train d'essayer de structurer une demande que d'y répondre. Dans l'alimentaire, les comportements sont bien installés, mais ils ont mis 20 ans. Dans la beauté, c'est très frappant, là, depuis 3-4 ans, voilà, la beauté naturelle, biologique est en train également de gagner des parts de marché. Dans le monde de la mode, on est au tout début de l'histoire. Donc on s'est dit qu'il fallait tout simplement expliquer les choses, faire preuve de pédagogie, parce qu'on part de très très loin. La plupart des gens déjà n'ont pas conscience de l'impact environnemental ou social ou sur le Made in France des vêtements qu'ils achètent. Donc ça nous semblait déjà important de faire œuvre de pédagogie et de surtout casser certains préjugés. Mode responsable égale mode cher égale poncho péruvien. Toutes ces choses-là, parce que vraiment on est dans la mode, on est dans l'archétype de l'achat plaisir, où il faut continuer à se faire plaisir, ça c'est totalement indéniable. Donc le premier objectif de Go for Good, c'est montrer que désirabilité et responsabilité sont compatibles, et de plus en plus c'est possible d'aller vers cette voie-là. Ensuite, ce qui nous semblait important, c'est face à la pléthore de labels qui peut exister. J'avais fait le recensement, rien que dans le monde du textile, j'en trouvais plus d'une 50aine. C'est normal que le consommateur soit perdu. Donc nous, on a fait le choix de sélectionner les labels qui nous semblaient les plus sérieux, les plus pertinents, et de tous les encapsuler sous le label Go for Good, en fait, pour faciliter le travail du consommateur et lui dire, bah voilà, faites-nous confiance, on est les Galeries Lafayette, ça fait 100 ans qu'on est en France, on ne prendrait pas de risque à vous parler de produits responsables si on ne l'avait pas vérifié. Donc faites-vous plaisir, n'essayez pas de savoir les moindres détails du label Ocotex, et faites-vous plaisir avec juste la mention Go for Good sur les produits. Enfin, ce qui nous semblait totalement important à mettre en œuvre, c'était une démarche de transparence vis-à-vis de tout ça. Parce que grosse défiance, grosse méfiance des consommateurs. Donc le choix qu'on a fait, ça a été assez radical, hein, c'est qu'on a mis notre cahier des charges public. Donc il est entièrement public, tous les critères Go for Good sont entièrement publics, donc les règles du jeu sont claires. Et on a également voulu nous-mêmes écrire les limites de la démarche. Tout à fait conscient d'être imparfait, d'être au début de quelque chose, mais au moins on fait quelque chose. On agit, on est dans l'action. Et donc, on a voulu très clairement expliquer voilà, qu'un produit Go for Good n'est pas un produit parfait sous tous les domaines, que les Galeries Lafayette sont très loin d'avoir une offre 100% Go for Good, et qu'il y a plein de limites à notre démarche. Et finalement, je pense que c'est une des meilleures choses qu'on ait faites, puisque tout simplement, la meilleure communication, ça j'en suis convaincu, ça paraît très très naïf de dire ça, mais c'est juste de dire la vérité. Et quand vous dites la vérité et quand vous parlez de vos points faibles, on a quand même plus tendance à croire quand vous parlez des choses positives que vous faites. Donc, sans avancer masqué du tout, c'est plutôt au contraire d'avancer en toute ouverture, ou de façon la plus ouverte possible. Sans avancer masqué, en effet. Après, ce qui est important dans le monde de la mode, je pense, c'est l'argument santé, pour le coup, est très peu présent, même si probablement qu'un jour, je suis persuadé qu'on trouvera des études qui prouveront que les teintures mettent dans notre peau et dans notre organisme des substances pas terribles. Ce qui est important, je pense, dans le monde de la mode, c'est que des égéries, des leaders d'opinion s'emparent de ces sujets, et c'est eux qui feront vraiment bouger les lignes.
Et vous disiez côté envie, tout ce qui était lié au Green Friday, c'était Black Friday, Green Friday, cette façon aussi d'aller vers le consommateur, c'est aussi une façon de l'emporter avec vous. C'est aussi une façon peut-être d'être dans une logique d'éducation. Peut-être pas d'éducation parce que, enfin, je crois que si on veut rester pragmatique, les gens n'ont pas besoin d'être éduqués. Ils ont besoin de se forger une opinion eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'accéder à un choix, un véritable choix. Quand on parle souvent d'éducation, on a une approche positive vis-à-vis de quelque chose qu'on stigmatise. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je t'éduque. C'est pas du tout dans cet esprit que nous avançons. C'est de souligner qu'il y a un côté assez catastrophique à l'opération Black Friday, catastrophique à plusieurs titres, hein, mais vraiment dans le sens d'appréciation globale, une catastrophe naturelle. Mais que par rapport à ça, il y a un choix possible d'économie circulaire, dans certains domaines, bien évidemment. Mais de façon plus générale, il y a un choix qui est accessible, qui est facilement atteignable au niveau intellectuel à tout consommateur, et qu'au travers de ce choix, véritablement, il vote. Il vote pour un avenir, et il apprécie à la hauteur de sa considération du futur ce petit acte de rien du tout. Pour pouvoir prendre position et se forger son opinion par soi-même avec les bonnes informations. Oui, et la disséminer par la suite. C'est un phénomène d'essaimage qui est essentiel. Merci. Côté Tribala, c'est aussi une logique de partage chez vous. Vous m'avez parlé d'opérations où vous liez les producteurs, les agriculteurs, les distributeurs et les consommateurs. C'est cette logique du lien. Moi, je crois beaucoup à cette logique de la confiance qu'on doit quelque part instaurer, qui permettent progressivement d'adhérer à une dynamique, à un modèle. Et donc, la logique de proximité et de lien facilite énormément cela. Et c'est vrai que je crois beaucoup dans cette démarche du consommateur. Donc, cette logique d'un achat en conscience, d'une adhésion. J'aime beaucoup la petite phrase que acheter, c'est voter pour l'avenir, comme le disait Jean-François. C'est vrai que moi, je vois que derrière cette logique de consommation, il y a un vrai acte politique. Et donc, c'est cette logique de quelle manière on peut mettre le plus d'éléments ou d'informations ou de liens qui permettent d'avoir cette conscience dans son acte d'achat. Et surtout pas dans une logique de juger, comme on vient de le partager, mais de se dire simplement, être conscient que si je prends un produit local, quelque part, j'anime et je dynamise un écosystème particulier. Et que si je veux acheter du produit peu cher, je vais dynamiser autre chose. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour nous, au sein de l'entreprise, c'est cette logique de prise de conscience et de se rapprocher aussi de consommateurs exigeants, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est ces consommateurs-là qui nous font progresser, qui nous poussent aussi dans nos retranchements. Et donc, l'entreprise essaye de plus en plus d'être en connexion avec ces personnes-là autour du sportif de haut niveau, qui va avoir un besoin particulier en alimentation, autour d'ONG, sur des sujets donc environnementaux qui vont être aussi en quête au regard de tout l'enjeu et les démarches de filière agricole, au sujet aussi de la science, où on voit bien qu'il y a de plus en plus de connaissances qu'on peut avoir sur l'alimentation et son impact sur la santé, et de quelle manière l'entreprise, en étant en proximité avec ces personnes, peut continuer à grandir, explorer, découvrir et proposer pour se mettre dans une logique d'un cercle vertueux avec ce consommateur qui, pour moi, est la clé et qui est la raison d'être de Tribala Noyal. Donc on le voit par rapport à cet accompagnement du consommateur, c'est plutôt tous en pleine conscience que vous souhaitez le faire. Alors Stéphane, pour conclure cette table ronde, on avait au cours de notre échange aussi évoqué l'idée de la complexité, et qui pouvait être aussi un beau sujet de réflexion, peut-être une ouverture à nos échanges d'aujourd'hui. J'aimerais bien que tu développes un petit peu cette question-là, et notamment le fait que la complexité pourrait faire peur aux entreprises et aux marques. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on voit bien, les sujets qui sont les nôtres sont complexes. De manière générale, tout est interconnecté.
Le plastique, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est un sujet qui monte en flèche, montre bien que, plus que la santé dans les années 2010, montre bien qu'il y a un sujet qui, d'un seul coup, a des répercussions environnementales. On voit quand on se baigne, y compris dans les plus beaux spots en France et à l'international. En même temps, ça a des problèmes pour la santé. Est-ce que je réchauffe mon biberon en plastique pour mon enfant, à moins qu'il va mourir? Enfin, voilà, on sent que tout est connecté. Et pour autant, dans la manière dont sont traitées les informations aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on est un peu revenu à l'ère du binaire, où on a d'un côté les blancs, les noirs, on a d'un côté les gentils et les méchants. Donc les entreprises sont forcément méchantes parce qu'elles veulent gagner de l'argent. Mais d'un autre côté, surtout les grosses. Surtout les grosses, parce que les petites c'est gentil, c'est bien connu. Et non, mais on voit bien que c'est faux à travers les chiffres que donnait Damien sur la mode. 70% va être jeté. On sait que 20% de gaspillage alimentaire est lié aux dates de péremption. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le consommateur, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire vous, au bout d'un moment, on se dit bah non, ça je vais pas le prendre, c'est fini. Donc les choses sont plus complexes que cela. Et en plus, il y a une question de vérité. Tout à l'heure, il y avait une question de vérité. Alors, je ne sais pas si la vérité existe, mais je vais faire un petit détour par le politique pour ça. Hein. Donc, si Trump... Enfin, non, ce n'est pas vraiment de la politique, mais quand même, on va quand même en parler un tout petit peu. C'est quand même un fait marquant, est rentré dans le dictionnaire d'Oxford cette année, le mot de contre-vérité. Et on est vraiment dans cette ère de contre-vérité, et ça vient notamment parce qu'au moment où Trump a été investi, donc il y avait plein de monde pour dire bravo, donc ça c'est normal, et a été dit, on n'a jamais eu autant de personnes dans l'histoire des États-Unis. Il y a un journaliste quand même qui se lève en disant, écoutez, vous ne pouvez peut-être pas dire ça. La porte-parole de Trump se lève en disant, monsieur, il n'a pas dit de mensonge, c'est un fait alternatif. Donc on pourrait trouver ça juste rigolo, mais ces faits alternatifs, on les retrouve un peu partout, y compris dans la consommation. Et donc, on est perdu. On est perdu parce qu'on a oublié que les choses étaient compliquées et qu'on a eu une tendance à les rendre simples. Je vais prendre un exemple. Quand on regarde dans l'étude, toujours pour me faire référence à ça, c'est quoi un produit durable? C'est quoi les caractéristiques d'un produit durable selon vous? Donc, assez logiquement, il y a une dizaine d'items. Hein. Il y a 59% des Français disent c'est la composition. Ça, je suis sûr que c'est bien. 55% d'entre eux, c'est les labels, la certification. Ça prouve que c'est durable, sachant que ces mêmes personnes sont 65% à dire qu'ils ne connaissent pas très bien les labels. Ça rejoint le point de Damien. Et après, ce ne sont que des preuves de croyance. Donc la croyance, ça peut avoir du bon dans certains domaines spirituels, en termes, enfin spirituels au sens là-haut, hein, pas spiritueux. Et en l'occurrence, là, achat direct au producteur, donc ça veut dire que vous avez confiance dans les personnes à qui vous achetez vos salades qui sont très pesticidées, mais il est sympa, et donc vous le connaissez, donc vous avez confiance. L'avis des proches, je connais Damien, il est au Galeries Lafayette, il m'a demandé d'acheter ça, donc il est super fort, je le crois. C'est quand même, et les marques, c'est moins de 18%. Bien entendu, les Yucca se trouvent avant, bien entendu tout ça. Donc, c'est comme si les entreprises, à force de ne pas traiter leurs vrais sujets, en tout cas de ne pas assumer le fait qu'il y avait des vrais sujets, donc d'être honnête. Voilà. Et quelqu'un qui n'est pas honnête, au bout d'un moment, bah, évidemment, surtout quand on a une culture un peu française, bah, on trouve ça louche. Et donc, on va plutôt voir les petits et tout ça. Donc, je suis intimement convaincu qu'on a besoin de remettre de la complexité, mais de manière simple. On va dire une sorte de simplexité pour rendre le truc compliqué, pour dire plus simple, de la nuance. De la nuance pour ne pas virer dans ce combat du blanc et du noir, faire que les entreprises assument un certain nombre d'erreurs, mais voilà. Mais en tout cas, qui veulent non pas voter pour voter pour le futur par leur business model. On va dire ça comme ça pour reprendre une partie de la phrase qui a été donnée tout à l'heure. Et réparer le contrat de confiance, pour rester toujours en philosophie Darty, ça pourrait le faire. Et je pense que... Et on voit bien qu'il y en a qui le font. L'Arbre Vert, enfin, je donne des exemples, mais qui m'a pas mal marqué. L'Arbre Vert fait de la détergence et en même temps, c'est les premiers à avoir un observatoire de la qualité de l'air en disant mais ne désinfectez pas. C'est pas forcément que positif. On pourrait se dire mais ça sert. Est-ce que c'est qu'un coup de pub? Est-ce que c'est quelque chose de plus global qui accompagne le consommateur dans une complexité des enjeux? Peut-être. Et en tout cas, c'est joliment fait. Patagonia, je ne vais pas revenir dessus. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on abandonne en tant qu'entreprise. L'entreprise doit réapprendre à abandonner des choses qui sont connues comme pas être forcément très positives. Donc, c'est faire preuve d'honnêteté. Toucher aux référents sociaux, ça j'en suis vraiment convaincu. Donc, c'est le culturel est un point important. Je parlais du Q7 tout à l'heure comme essaye d'argument. On a réussi quand on a un Q7 ou quand on a une Rolex, paraît-il. Tant que c'est ça le sommet de la réussite, forcément, ça va être compliqué. Donc, les entreprises ont certainement un rôle à jouer par rapport à ça. L'endorsement, pardon. Par des personnalités, avoir des messages, ça peut être un moyen d'y arriver.
et de se dire tiens, ça c'est bien. Moi, je connais des gens, ils mangent du soja au petit déjeuner, ce qui est mon cas en l'occurrence. En plus, c'est produit, donc je fais un peu le lèche-cul. Mais c'est vrai, ils sont super bons. Et si je dis qu'ils sont super bons, les gens vont en prendre. C'est le bien pour le bien. Non, c'est vrai, je vous confie. Soja confit au citron, c'est super. Être utile et prouver qu'on l'est, une entreprise n'a pas vocation à être un service public. Pour autant, elle peut être utile dans la société et essayer de prouver qu'elle peut l'être par certains de ses côtés. Prouver son intention de changer dans le temps. Ça, je pense que Tribella est un des meilleurs exemples. Pour le coup, ça fait 30 ans qu'on essaye. On n'a peut-être pas réussi, mais voilà. Essayons de nous tromper encore meilleur la prochaine fois. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et accompagner le conso, moi, je pense que c'est vraiment majeur. Parce que dans cette complexité-là, si les entreprises affalent la voile de la complexité ou de la nuance, ben, c'est faire le lit de plein de croyances qui leur retombera dessus derrière. Donc, je réponds pas très pragmatiquement parlant à la question. Oui, mais c'est plutôt enrichissant et puis ça ouvre des nouvelles pistes. Ce que je vous propose, parce que je vois que le temps passe, c'est d'ouvrir les questions à la salle sur les quelques minutes qui nous restent, parce que je pense que vous avez probablement provoqué des interrogations. Un micro qui arrive jusqu'à vous. Merci. En fait, en venant à cette conférence, je m'attendais à avoir abordé une question qui est celle de la consommation, mais aussi de la surconsommation. Et pour moi, le marketing, c'est forcément de la publicité. Le premier objectif de la publicité, c'est de faire vendre. Et quand on vend plus, on finit par surconsommer. Et le deuxième effet de la publicité, c'est de faire de l'information et voire de la surinformation. Donc là, je ne sais pas, vous sortez votre smartphone et vous êtes submergé d'informations publicitaires principalement. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement abandonner la publicité ? Le mot pédagogie a été prononcé aujourd'hui plusieurs fois, et donc est-ce qu'on ne devrait pas faire plus de pédagogie à la place pour justement travailler sur le discernement des consommateurs plus que sur la vente et pour faire de la qualité de l'information plus que de la quantité d'information. Merci. Merci pour la question. Alors juste un petit point méthodologique, le marketing, c'est pas la com. Le marketing, c'est travailler sur son offre. Donc ça veut dire que si les gens, on veut faire changer les choses, on parlait du produit par exemple à base de, on va dire animal sur le laitier, faire un mouvement pour aller vers sur notamment de la protéine végétale, ça fait partie du marketing. Donc j'ai l'impression que c'est un sujet important. Après la consommation, c'est un vrai sujet. La question du volume, pour le coup, là, je rejoins complètement, c'est un vrai gros sujet. Et aujourd'hui, ça pose la question de l'innovation, parce que les entreprises aujourd'hui se sont bâties sur un système autour de vendre plus, toujours plus, et avoir une consommation et avoir une communication qui va vers cela. On voit bien que ça pose 2-3 petites questions. Donc la question, c'est vraiment celle de comment je peux innover avec cette contrainte-là, qui est une vraie contrainte. Et dans un monde ouvert où les gens passent leur vie sur les informations et sur les réseaux sociaux, parce que globalement, parce que c'est parfait, la communication, c'est pas que les entreprises, hein, c'est 70, les fake news sont lues 170 fois plus que les vraies news. Donc je ne sais pas sous quelle forme le faire. En tout cas, globalement, dans un monde ouvert, ne pas parler avec des médias ou de la communication, ça va être un peu compliqué. Après, c'est au service de quoi ? Au service d'une meilleure consommation, ça j'en suis intimement convaincu, et donc d'un meilleur mix marketing aussi, avec du produit qui ne soit pas des produits avec un impact trop important. Et je pense qu'il y a pas mal d'exemples ici qui sont là pour essayer de changer les choses. Après, ça devient dogmatique, mais chacun ses points de vue. Oui, alors je pense qu'à contrario, parce que nous, on ne peut pas faire de publicité dans nos magasins. Et chasser la publicité par la porte, elle revient par la fenêtre. Et nous sommes obligés de véhiculer les messages d'une portée autre que la portée de la consommation par la voie des réseaux sociaux, par la voie de la communication. C'est du vrai marketing dans le sens où effectivement, il faut positionner son offre, il faut cibler son public et il faut évaluer la portée de son produit.
La publicité a cet avantage, c'est qu'elle permet de présenter non pas un produit, mais des idées de consommation. Et on en revient encore une fois à la force de l'acte d'achat. C'est pas la publicité qu'il faut supprimer, c'est la qualité du message qu'il faut faire évoluer. Une autre question? J'ai le micro, j'y vais. J'aurais une remarque pour Monsieur Hummel. Vous parlez des fauteuils roulants ou autres. Pour moi, c'est un problème qui ne vous concerne pas seulement, mais qui concerne les pouvoirs publics. Parce que, en l'occurrence, si moi j'ai une personne âgée dans ma famille et que je veux acheter un fauteuil roulant, il sera remboursé par la sécurité sociale s'il est neuf et pas si vous le remettez en état. Donc, le comportement n'est pas celui du consommateur, mais c'est celui aussi de l'assuré social avec ses droits et les devoirs qui sont en concurrence. Alors, donc, les entreprises ont un rôle à jouer et accompagner d'une certaine mesure par les pouvoirs publics. Je vous remercie pour ce plaidoyer gratuit. Ça me touche beaucoup. Je vous remercie de ce que vous dites sincèrement. C'est toutefois partiellement vrai. Les remboursements des institutions sont quand même assez dérogatoires. Et en Ille-et-Vilaine notamment, nous avons depuis le début de l'année 25 dispositifs d'aide médicalisée, concrètement des fauteuils roulants, qui ont été remboursés par la sécurité sociale, étant malgré tout du second choix. Et c'est vrai que la directive nationale est de ne pas rembourser ces dispositifs. C'est en train d'évoluer, mais pour souligner la fourberie de la situation, c'est que c'est en train d'évoluer et parallèlement à ça, on augmente le remboursement des produits neufs. Donc voilà, il y a effectivement un sujet de fond. Je reste partiellement d'accord sur le fait que la responsabilité est toutefois partagée, parce que le consommateur, dans certains cas, et quand j'élargis le consommateur, et puis j'en arrêterai là, le consommateur, ce n'est pas simplement la personne qui a besoin de l'aide dans son quotidien. C'est quelqu'un qui, par exemple, va pouvoir partir en vacances et l'aide pourra se trouver dans sa station de villégiature, balnéaire, pour qu'il ait à disposition sans avoir à déplacer toute son aide. Et les prix qui sont offerts et qui, là, du coup, ne sont plus pour des matériels remboursables, puisque ce sont des matériels de confort. Et c'est à ce public-là, qui est le public des resorts, qui est le public des établissements recevant du public, restaurants ou autres, qui pourraient mettre à disposition des gens en situation de handicap ces aides médicalisées. C'est à ces gens-là que nous nous adressons aussi. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si je suis exactement dans la problématique de marketing social. Je voulais dire qu'en termes de messages, de communication, je pense qu'on revient de très loin. Quand on sait qu'un grand groupe agroalimentaire français a pendant au moins une décennie commercialisé des produits sous la marque bio qui n'étaient pas issus de l'agriculture biologique, il y avait une petite astérix au fond. Voilà, je pense que la marge de progression reste importante. Donc on vient de très loin. Mais je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus loin. Et je pense aussi, quand on revient sur la question des autorités de régulation de la publicité, je pense que là aussi, la marge de progression est importante. Voilà, merci. Ce n'était pas vraiment une question, désolée. Je veux bien juste réagir. Le petit clin d'œil sur ce faux bio, c'est pour ça que nous, on a créé Vrai, en fait. Hein. Ah bah oui. Parce qu'il y avait un faux bio, donc nous, on s'est dit, on va faire la vraie bio. Hein, donc... Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette intervention. Je suis au fond, par là, sur votre gauche. J'ai une question pour Monsieur Petitjean. Je voudrais savoir comment justifier la position de Greenflex sur le développement durable, le marketing social et tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui, après le rachat de Greenflex par Total en 2017, qui a toutes les politiques qu'on connaît en termes de développement durable avec de gros guillemets. Voilà, c'était une petite question. Donc je pense que ça sort un tout petit peu du débat. Non, ça ne sort pas du débat. Zut alors.
Dans une logique d'essayer de faire que le développement durable va le plus loin possible, c'est important aussi de grandir, dans une logique d'entreprise en tout cas. Et dans une logique d'entreprise, pour grandir, il n'y a pas 36 solutions. En fait, il y a une solution, vous pouvez passer par des fonds, des choses comme ça, je rends des éléments un peu financiers, sauf si on est issu d'une famille, et encore, il faut aussi trouver des investisseurs. Et il se trouve que dans cette logique-là, on s'est dit que c'était intéressant de s'adosser aussi à des, on va dire, des industriels qui pouvaient d'ailleurs agir comme un fonds et qui pouvaient nous donner aussi la possibilité de faire bouger les lignes, pas que à notre petit niveau ici en France, mais également ailleurs. Et il se trouve que Total est arrivé dans l'histoire et que globalement, j'ai le droit de dire que Total fait n'importe quoi en Amazonie. Donc, globalement, on est totalement autonome dans nos décisions, ça ne change strictement rien. Enfin, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et si ça changeait quelque chose, c'est plus moi qui vous parlerai. Donc, en l'occurrence, voilà, ça change strictement rien du tout. Après, la question de pouvoir travailler, par exemple, sur la problématique plastique est un sujet chez Total. Eh bien, ouais, on peut travailler à un niveau international et faire bouger les lignes. En tout cas, j'en suis intimement convaincu. Et je préfère faire ça que de travailler sur un petit bout de chaussette, dans un petit bout du coin, etc. etc. Donc, c'est notre manière à nous d'y répondre, d'être totalement aligné par rapport à cela. Donc voilà, c'est une réponse qui est la mienne et qui, je pense, correspond à ceux qui sont chez Greenflex. Voilà, donc il n'y a pas de contradiction jusqu'à preuve du contraire, une fois de plus. Voilà. On nous fait signe voilà, qu'il va être fait. temps de laisser la place. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à tous de votre attention.